Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition entre votre journal de 15h au sommaire de l'actualité. À la une de l'actualité, le Premier ministre, première prise de contact de la directrice régionale de la Banque mondiale. Et enfin, dans l'actualité internationale, régionale, le gouvernement et le Houthi s'engagent sur une trêve sous condition à Hodeïda. Merci si vous nous rejoignez. Le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, a reçu en audience hier, dans la matinée, dans le salon d'honneur de la primature, Mme Marina West, directrice régionale de la Banque mondiale pour l'Égypte, le Yémen et Djibouti. Introduite par M. Atoussek, représentant résident du groupe de la Banque mondiale à Djibouti, Mme Marina West était accompagnée de deux proches collaboratrices, dont Tracy Marie Lane, responsable du programme, et Marie-Laure Sanchez Puerta, responsable du programme pour le développement humain en Égypte, au Yémen et à Djibouti. Par ailleurs, l'audience s'est déroulée en présence du ministre des Finances et de l'Industrie, M. Ilyas Moussa Dewale, des proches collaborateurs du Premier ministre, à savoir le directeur de cabinet, M. Youssef Aoulet Farah, et le conseiller technique, M. Ali Silaï. Cette première prise de contact de Mme Marina West a été l'occasion pour le Premier ministre de lui souhaiter la bienvenue et plein de succès dans ses nouvelles fonctions. Prenant la parole, Mme Marina West a remercié le Premier ministre pour son accueil chaleureux, sa disponibilité et s'est dit prêt à travailler et à collaborer étroitement avec le gouvernement djiboutien. Par la suite, l'entretien a porté essentiellement sur le portefeuille d'activités de la Banque mondiale à Djibouti, dans l'énergie, le développement du secteur privé. M. Abdelkader Kamel Mohamed a exposé les actions entreprises et les réformes engagées par le gouvernement djiboutien dans l'atteinte des objectifs de son plan de développement à long terme. Quant à la directrice régionale de la Banque mondiale, elle a salué les efforts de Djibouti dans la mise en œuvre des efforts de réforme du gouvernement de Djibouti. Mme Marina West a illustré ses propos en mentionnant le classement mondial Doing Business dans lequel Djibouti a fait un bond qu'il a propulsé dans la liste des 10 pays les plus réformateurs dans le monde. D'autre part, Mme West a mentionné le projet sur le capital humain lancé par le groupe de la Banque mondiale. Celui-ci consiste à accélérer l'accumulation du capital humain en s'efforçant d'identifier et de soutenir des investissements et des politiques plus efficaces, même à le renforcer et d'améliorer les moyens de les mesurer. Le Premier ministre et son hôte du jour ont également abordé d'autres projets tels que le potentiel de l'économie numérique, l'émergence de nouveaux modèles économiques qui offrent aux entreprises privées de nouvelles perspectives. Sur ce dernier point, Mme West a cité le rôle de la Chambre de commerce de Djibouti. Par ailleurs, le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, a souhaité l'accélération des différents programmes en cours, l'exécution et l'alignement de la stratégie de développement de la Banque mondiale sur la priorité de développement identifiée par Djibouti. Autre actualité, comme chaque année, le 6 février, la République de Djibouti, à l'instar de 29 autres pays, célèbre la journée internationale Tolérance Zéro pour le MGF, pour une éradication totale de la pratique de l'excision des jeunes filles. Cette année, elle avait pour thème Génération Future sans MGF, qui s'est déroulée au siège de l'UNFD hier après-midi. Cette cérémonie était présidée par la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Moumine Ahmed Hassan. La vice-présidente de l'UNFD, Mme Hassan Belil, était représentée par la représentante de l'UNICEF à Djibouti, Mme Zainabou Mohandé, la coordinatrice du système des Nations Unies à Djibouti, et ainsi que Mme Barbara Menzi, une autre responsable du FUNUA, Mme Amina des Ulema, des représentants des associations des femmes et des étudiants. La directrice de la famille du ministère de la Femme et de la Famille, Fouzi, a fait une représentation de la vision, de la stratégie, de l'abandon de toute forme d'excision. Une représentation de l'UNFD, Mme Ria fait elle aussi une représentation des actions réalisées dans le cadre du MGF, les mutilations génitales féminines, recouvrant l'ensemble des interventions qui consistent à altérer ou à laisser les organes génitaux de la femme pour des raisons non médicales. Elles sont reconnues au niveau international comme étant une violation des droits fondamentaux des femmes, des filles. Ces pratiques violent également leurs droits et la santé sexuelle reproductive. Permettre aux enfants, aux filles d'aujourd'hui et de demain de vivre dans un monde sans MGF. Les mutilations génitales féminines trouvent leur origine dans les inégalités et les déséquilibres de pouvoir entre hommes et femmes. Situation renforcée par le peu de possibilités offertes aux filles et aux femmes de réaliser pleinement leur potentiel et leurs droits. Environ 200 millions de femmes et de filles font aujourd'hui l'objet de cette pratique dangereuse
et chaque année, près de 3 millions de filles y sont exposées. Les objectifs du développement durable prônent l'élimination de mutilations génitales féminines d'ici à 2030. La vice-présidente de l'UNFD a indiqué que le MGF est considéré comme une violation des droits de l'homme et constitue une pratique néfaste profondément enracinée dans les usines des costumes de notre société. Comme nous le savons, nos jeunes filles continuent à subir de nos jours ces actes ignobles, ayant aucun fondement religieux et fortement nuisibles à leur santé. Écoutons-la. Est considéré comme une violation des droits de l'homme et constitue une pratique néfaste, profondément enracinée dans les us et coutumes de notre société. Comme nous le savons, nos jeunes filles continuent de subir de nos jours ces actes ignobles, n'ayant aucun fondement religieux et fortement nuisibles à leur santé. Chaque année, à la date du 6 février, la République de Djibouti, à l'instar de 29 autres pays, célèbre la journée internationale Tolérance Zéro pour une éradication totale de la pratique de l'excision des jeunes filles. Cette année, le thème retenu par les Nations Unies est « Génération future sans MGF ». De son côté, la ministre de la Femme et de la Famille a souligné que cette journée internationale Tolérance Zéro MGF, autrement dit, que c'est plus de 40 ans que les femmes djiboutiennes à travers l'UNFD luttent contre les MGF. Le gouvernement a promulgué une loi condamnant cette pratique. Plusieurs programmes nationaux ont été entrepris pour sensibiliser, informer et éduquer la population en général. Écoutons la ministre. Nationaux pour sensibiliser, informer, éduquer la population en général afin que cette pratique puisse être stoppée. C'est la 4e initiative. Une multitude de comités ont été créés et mis en place. Il y a un comité national, mais dans les zones les plus éloignées de la République de Djibouti existent des comités pour militer contre cette cause. Et dans son discours, la vice-présidente de l'UNFD l'a rappelé. Elle a dit qu'il existe plus d'une trentaine de comités dans les villages les plus éloignés pour militer contre cette pratique. Récemment, le thème des MGF a été intégré dans le programme scolaire et dans la matière qui s'appelle Sciences de la vie et de la terre. Dès la 8e année et 9e année, anciennement appelée 4e et 3e, aujourd'hui un enfant de l'âge de 14 ans sait que ces pratiques sont néfastes et affectent la jeune fille. Autre actualité, le ministre de l'Énergie, M. Younis Ali-Guedi, en présence du secrétaire général, M. Mohamed Kilouaès, ainsi que le directeur général de DD, Jamal Ali-Guelleh, ont accueilli hier dans leur cabinet une délégation de la Banque mondiale composée de M. Eric Magnus Fernstom, chef de la délégation, Emmanuel Pi, consultant, ainsi que M. Alain Bourguignon, consultant. Lors de cette visite de travail, la Banque mondiale et les DD ont donné un mise au point sur l'avancement du projet d'électrification durable. Ce projet s'insérant dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et l'amélioration du taux d'électrification s'inscrit dans la poursuite des efforts déjà engagés par le gouvernement de la République de Djibouti et ses partenaires de développement, en particulier la Banque mondiale. Le ministre a obtenu la garantie des parties prenantes de l'accélération des travaux afin que le projet évalué positivement et que plusieurs ménages bénéficient des électricités et se réjouit quant à l'assistance de la Banque mondiale dans les enjeux du secteur de l'énergie à Djibouti. Autre actualité, le ministre des Affaires musulmanes et de la Culture, M. Boumin Hassan Barrea, en visite au Caire, a eu un entretien avec le ministre égyptien de la Culture, Mme Inas Abdeldaïm, au cours duquel les deux responsables ont mis l'accent sur la nécessité de donner une nouvelle impulsion aux relations de culture entre les deux pays frères. Cette rencontre s'inscrit aussi dans les cadres de la mise en œuvre du suite du protocole d'accord signé entre les deux ministères. L'entrevue s'est déroulée en présence du chargé d'affaires de notre ambassade au Caire, M. Mohamed Ibrahim Roble, du conseiller du ministre Chouaib Adjal et du directeur de la culture de Al Hassan Ahmed. Le ministre a remercié son homologue pour l'accueil chaleureux tout en le félicitant de la bonne réussite et de la tenue de la première édition du festival organisé à l'initiative de l'Organisation de la coopération islamique. Les deux ministres ont discuté des voies et moyens pour renforcer davantage la coopération culturelle et l'assistance technique, notamment dans le domaine de la gestion des bibliothèques et des musées. Aussi dans la promotion des arts à travers l'appui technique de l'Institut djiboutien des arts.
Le ministre Momin Hassan Barrea a fait un tour d'horizon de la politique culturelle de son département en abordant les grands projets en cours de réalisation visant à revaloriser la place du patrimoine culturel djiboutien. Tout à fait autre chose, une délégation conduite par le secrétaire général de la primature de la République à Djibouti, M. Negib Abdallah Kamil, a effectué une visite de travail au Japon du 5 au 9 février. Le secrétaire général de la primature était accompagné de l'ambassade de Djibouti à Tokyo, M. Ahmed Areta Ali, le directeur de l'aéroport international d'Ombouli, M. Sharmaki Mohamed, et deux conseillers de l'ambassade de Djibouti à Tokyo, M. Hassan Ibrahim Mohamed, ainsi que M. Ahmed Ali Daoud Mohamed. Le chef de mission s'est entretenu le mardi 5 février avec le vice-ministre parlementaire des Affaires étrangères du Japon, M. Kenji Yamada, et le directeur général, M. Kato Oruochi, responsable de l'Afrique pour l'Agence internationale de coopération du Japon, le JICA. Les échanges ont porté principalement sur le voie et moyen de consolider, renforcer les relations entre les deux pays. Il a été notamment question d'encourager les entreprises japonaises à investir à Djibouti. Le secrétaire général s'est entretenu le lendemain avec M. Kentaro Suwanra, conseiller spécial du Premier ministre, M. Shinzo Abe. Lors de cette rencontre, M. Negib et son interlocuteur se sont félicités de l'excellence des relations entre Djibouti et le Japon. La discussion a par la suite porté principalement sur la construction d'un nouvel aéroport international. Son Excellence a accueilli favorablement l'idée de ce projet en faisant savoir qu'il va se rendre à Djibouti prochainement accompagné d'experts qui se pencheront sur la faisabilité de ce projet. Le secrétaire général a participé à un déjeuner de travail avec M. Yamada, vice-ministre des Affaires étrangères. Ce dernier était bien au fait de la situation à Djibouti et de l'importance du rôle crucial, stratégique de notre pays. La discussion a également été portée sur la consolidation des relations entre les deux pays. La préparation de la TICAT 7 qui se tiendra à Yokohama à fin août 2019. Santé à présent. Hier matin a eu lieu une opération de neurochirurgie lourde sur une patiente de 28 ans qui présentait depuis 5 mois un syndrome d'hypertension intracrânienne, allant jusqu'à la cécité. Ce patient présentait une tumeur de la fosse cérébrale, c'est dit l'astroctomite. Cette opération, qui est une première de notre pays, s'est déroulée dans le bloc opératoire de l'hôpital général Pelletier. A été réalisée par le médecin neurologue franco-malien Dr Dianka et son homologue djiboutien. L'opération s'est déroulée correctement durant plusieurs heures, a été franc succès. Cela illustre une bonne collaboration qui existe à un niveau de l'hôpital général Pelletier entre les médecins spécialistes étrangers locaux. Il y a son dire que le nombre de consultations des patients ont doublé de volume dans les services neurologie depuis l'arrivée des médecins neurologues en République de Djibouti. La population djiboutienne bénéficie d'une prise en charge rapide et efficace. C'est une première à Djibouti qu'on opère la tumeur cérébrale. Et voilà, donc avec l'amélioration du plateau technique, nous avons acquis nous avons acquis actuellement des matériels qui nous permettent d'opérer ce genre de malades. Donc l'appel que j'ai à lancer à la population, donc tout patient ou toute personne qui a les mêmes symptômes, des vomissements, des maux de tête qui ne s'arrêtent pas avec le traitement médical, donc j'appelle la population à consulter rapidement pour qu'on fasse un bilan radiologique et si malheureusement il y a des tumeurs, qu'on puisse les opérer rapidement, qu'on n'arrive pas à des cas de cécité totale, de perte de la vision complète. Donc c'est un patient chez qui on va enlever la tumeur, Inch'Allah. À l'instar de laboratoires mis en place au sein du CERD, un centre de conservation des produits des fouilles archéologiques sera opérationnel au sein de l'Institut de recherche archéologique et historique IRAH du CERD bientôt. Le directeur IRAH, M. Salah Zakaria, a engagé une mission d'expertise avec l'archéologue français Xavier Couters pour la mise en place du centre de conservation des mobiliers archéologiques qui proviennent de toutes les fouilles menées à Djibouti par des missions étrangères françaises, en majorité et aussi américaines. Actuellement, ces produits sont en majorité stockés en France, à l'Université de Toulouse, grâce aux efforts du professeur Couters. Une fois la mise en place du centre de conservation, le directeur de l'IRAH, Salah Zakaria, projette d'engager un partenariat avec les partenaires pour la restitution de l'État djiboutien de l'ensemble des collections archéologiques et paléontologiques qui avaient été exportées à titre temporaire pour études en France et les autres pays.
Du mobilier archéologique, tous les vestiges qui sont sortis du sol au moment des fouilles. Alors ça peut être des fragments de poterie, ça peut être de l'outillage en pierre taillé, ça peut être des ossements d'animaux, ça peut être aussi des ossements humains quand on étudie des sépultures antérieures à l'islam, bien entendu, des éléments de parure, les ossements d'éléphants qui datent de 1,5 million d'années environ. Pendant de nombreuses années, les directeurs successifs de l'Institut d'archéologie du CERD nous ont demandé de conserver, d'exporter en France pour étude ce matériel et de le conserver tant que les conditions n'étaient pas réunies pour le rapatrier. Donc les conditions, elles sont, je pense, réunies aujourd'hui. À savoir que déjà, nous sommes dans ce local qui, au CERD, a été affecté aux recherches archéologiques. C'est-à-dire que c'est un lieu où on va réunir tous ces objets. Et donc, ça sera un lieu où ces objets seront conservés dans de bonnes conditions, donc sur le long terme, et où les chercheurs, les étudiants pourront venir travailler pour étudier ces objets. Donc, c'est très important. C'était absolument un outil absolument nécessaire, et on va pouvoir réaliser ça un délai de 2 ans maximum. Pour nous en dire plus, nous avons avec nous, professeur, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Vous êtes archéologue, rappelons-le, préhistoire et chercheur. Vous avez dirigé de nombreux travaux, des missions de fouilles depuis 1998 en République de Djibouti, mais aussi dans toute la région de la Corne d'Afrique. Aujourd'hui, vous êtes un professeur émérité à l'université Paul Valéry. Vous avez rendu un rapport sur la faisabilité du centre de conservation, rappelons-le, des fouilles des produits archéologiques au sein de l'IRA, dirigé par votre ami Salah Zakaria. Ces produits sont à titre temporaire à l'étranger, rappelons-le, et notamment en France. Comment seront-ils ramenés à Djibouti, avec quels moyens ? Eh bien, il y a maintenant, depuis très exactement 1986, les premières fouilles françaises ont eu lieu à Djibouti à la demande de l'ancien directeur du CERD. Et à partir de ce moment-là, s'est posée la question de la conservation de ces objets. Il se trouvait qu'à cette époque-là, le CERD ne disposait pas de locaux adaptés à la conservation des vestiges archéologiques. Ce sont des ossements, des fragments de poterie, des pièces taillées, des outils en roche, plus particulièrement en obsidienne. Et ces objets sont fragiles et demandent donc des conditions de conservation particulières. D'où est émergée l'idée de créer ce centre de documentation et d'études, plus exactement ce centre de conservation et d'études qu'on appelle CCE en abrégé, sur un modèle qui existe de façon courante en Europe et qui est bien rodé, avec la mise en place également d'outils de gestion informatique pour qu'on puisse gérer ces collections et les conserver sur le très long terme. Comme tous les objets ont été exportés en Europe sur la base de conventions, à titre temporaire bien entendu, il est temps maintenant que tous ces objets reviennent au pays, et c'est ce que nous avons entrepris en étroite collaboration avec M. Salah Zakaria, donc le directeur de l'IRA, et les institutions qui nous soutiennent. Ce projet est évidemment encouragé et soutenu par son Excellence le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, M. Nabil Mohamed, ainsi que suivi avec attention par le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ali, qui nous encourage dans cette démarche. Ma deuxième question, quelle en vous l'importance de l'archéologie préhistoire de notre pays, vu les découvertes intéressantes des mobiliers archéologiques datant de l'époque du passage de la chasse à l'élevage, puis l'agriculture à la période néolithique? Eh bien, il se trouve qu'à Djibouti, on peut explorer un certain nombre de questions importantes touchant à la préhistoire la plus ancienne, d'abord. Vous savez qu'il y a de nombreuses années, maintenant on a trouvé dans le secteur de Barogali, dans le bassin du Gobad, un éléphant, le cadavre complet d'un éléphant, les ossements, datant de 1 300 000 ans, quelques traces d'outillage correspondant à ces époques très lointaines. Et puis, l'essentiel de ce que nous faisons, nous, dans notre équipe, qui est actuellement dirigée par Jessie Colliès, chargée de recherche au CNRS, qui m'a succédé à la tête de cette mission, eh bien, nous nous intéressons à la période clé où les hommes sont passés d'un statut, si vous voulez, de chasseurs, cueilleurs et pêcheurs de poissons, ils pêchaient dans le lac Abbé en particulier, à un statut d'éleveur. C'est-à-dire qu'ils ont adopté des animaux domestiques qui provenaient
probablement de la péninsule arabique, des bovins essentiellement, mais aussi des moutons et des chèvres qui, eux, sont arrivés plutôt en remontant la vallée du Nil depuis le Levant. Eh bien, professeur, peut-on dire que le territoire djiboutien, rappelons-le, avait aussi à l'époque préhistoire une position stratégique comme actuellement? Et enfin, professeur Guterres, vous avez toujours été actif dans la mission archéologique. Un mot sur votre dernière mission dans la région de Assakoma, dans la région d'Ikil. Oui, en ce qui concerne la position de Djibouti, c'est tout à fait intéressant de constater qu'effectivement, cette position stratégique, elle existe depuis fort longtemps. Pendant la préhistoire, en particulier dans une période que l'on va situer autour de entre 3000 ans et 2000 ans avant notre ère, il y avait des contacts importants, notamment avec l'Égypte, avec la civilisation pharaonique. Vous savez que les Égyptiens venaient dans ces régions, globalement, pas uniquement à Djibouti, mais en grande partie à Djibouti, dans le territoire actuel de Djibouti, pour chercher des produits rares, et en particulier l'encens et la myrrhe, hein, qui les intéressaient beaucoup dans leurs pratiques religieuses. Et il y a aussi des preuves matérielles de contacts fréquents avec l'autre partie du détroit de Bab el-Mandeb. Ce n'est qu'à 28 km, il y avait des échanges. On a par exemple trouvé au Yémen des outils taillés en obsidienne dont la provenance est la Corne de l'Afrique, et en particulier Djibouti. Merci, professeur Guterres. Rappelons-le, vous êtes professeur émérité à l'université Paul Valéry. On reste toujours dans l'actualité nationale. Cette fois-ci, la délégation de l'Union européenne à Djibouti a invité hier après-midi les principaux médias du pays pour un déjeuner de presse au Sheraton Hotel. Cette rencontre qui a été présidée par l'ambassadeur de l'Union européenne à Djibouti, M. Adam Koulash, s'est déroulée en présence notamment des journalistes de la Nation, de la radio-télévision de Djibouti et de Djib Live, ainsi que le journaliste Al-Qarn. Au cours du déjeuner, l'ambassadeur Koulash a présenté les projets financés par l'Union européenne en République de Djibouti et dans la région. Il a rappelé le rôle important de l'Union européenne dans le développement socio-économique de notre pays. Dans son discours, l'ambassadeur de l'Union européenne a déclaré que le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères de la politique de sécurité se rendait à Djibouti le 13 février prochain. Au cours de cette visite, le premier du genre, une réunion Federica Mogherini discuta avec les autorités djiboutiennes des moyens de développer les relations distinctes entre Djibouti et l'Union européenne. Direction actualité internationale, aux nouvelles du monde, les partis en guerre du Yémen se sont engagés hier à respecter les cessez-le-feu à Hodeida, principale entrée maritime dans le pays. Mais ils doivent encore approuver un accord préliminaire, a indiqué l'ONU. Au terme de 4 jours de discussion sur un navire aux abords de Hodeida, un compromis préliminaire a été accepté par le gouvernement yéménite. Et les rebelles Houthis a pour un début redéploiement des combattants dans la ville portuaire. L'ouverture des couloirs humanitaires a annoncé hier le porte-parole de l'ONU, Stéphane Djoukalik. Ces compromis étaient obtenus par la mission d'observation de l'ONU et la trêve en vigueur depuis novembre. Il a été soumis par les partis. Leurs dirigeants a indiqué le porte-parole des nouvelles discussions avec les 2 parties qui sont envisagées la semaine prochaine par l'ONU, avec l'objectif de finaliser les détails de redéploiement pendant 4 jours. Les partis ont travaillé ensemble de manière constructive pour résoudre les questions pendant sur un déploiement mutuel des forces d'ouverture des couloirs humanitaires, a précisé Stéphane Djoukalik. Néanmoins, il reste des défis à relever, notamment la raison de la complexité des lignes ferrant actuelles, a-t-il ajouté. En Bénin, cette fois-ci, la justice béninoise a condamné hier 10 ans en prison ferme les principaux responsables de la gigantesque escroquerie de l'ISIS, service baptisé l'affaire Madoff béninoise, le plus gros scandale financier de ces petits pays d'Afrique de l'Ouest qui a touché plus de 150 000 personnes. Le verdict est tombé dans la nuit d'hier, après 11 heures de délibération devant un tribunal spécial, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme de Porto Novo, la capitale du Bénin. Le président directeur général de l'ISS Service de Gué et son directeur général Ludovic Dou, ainsi que 2 de leurs collaborateurs, Émile Djekounou, Clément Sounou, sont condamnés à 10 ans de prison ferme et au paiement d'une amende de 12 millions francs CFA, soit plus de 18 000 euros. Chacun, a déclaré président le Syriac Doza. Ils ont été reconnus coupables d'escroquerie avec appel au public et exercice illégal d'activités bancaires, de microfinance dans ce procès historique. Ils sont très attendus des victimes.
La justice n'a toutefois pas retenu contre eux l'association des malfaiteurs qui aurait pu entraîner une peine plus lourde encore. Ils ont déjà passé plus de 8 ans en détention. Parmi les 6 autres personnes inculpées dans cette affaire, certains ont été acquittés et les autres ayant écopé les peines allant de 3 à 8 ans de prison. La Cour a par ailleurs ordonné le dédommagement des victimes à hauteur de 827 millions de francs CFA, soit 1,2 million d'euros, en partie issus de la vente de meubles et des biens des responsables de l'ISS Service. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de notre programme télévisé et bon week-end à vous.